suis l'un des 2 survivants à l'équipe organisatrice du symposium. Tous les autres sont morts. Ils avaient déjà aussi quelque chose qu'on trouve moins à la borne aujourd'hui. À l'époque, on osait... Un foisonnement de travail. C'est un moment rêvé pour toute personne qui est dans une démarche de création. Et ça a été extraordinaire. Et c'est là où, pour moi, l'expérience humaine prime avant tout. Il y a 40 ans, du côté de la borne, quelques céramistes ont fait un rêve. Grâce à leurs efforts conjugués, ils firent venir jusqu'ici une trentaine d'invités, artistes du monde entier, et dans leur sillage, d'autres créateurs intéressés par l'argile, jeunes et moins jeunes, assistants, curieux, explorateurs, humant l'air prometteur de l'événement. À force de tourner et retourner le grès dans tous les sens, il arrive un jour où le besoin d'horizons nouveaux se fait pressant. Véritable Woodstock de la terre cuite, leur vision utopique devint réalité. Ce fut le symposium de 77. « 40 ans après, certains ne sont plus là. D'autres se souviennent souvent avec émotion. Salvatore Parisi était un jeune assistant sur le symposium. Il nous remet à l'esprit que chaque objet produit par l'homme est porteur d'une vision du monde. Être céramiste aujourd'hui, comme en 77, c'est se positionner par rapport à un projet de société. On était dans une recherche de liberté, de rencontre, juste après 68. Et le constat, 40 ans après, on le voit bien avec la mondialisation. D'ailleurs, Janinka Karzewska, dont vous parliez, quand elle est rentrée en Pologne, quand elle nous a quittés, elle pleurait. Hein. C'était le mur de Berlin. Il existe encore, vous le savez. Hein. Après tout, moi, je ne suis pas là pour parler que de céramique. C'est le mouvement social d'une époque, et le film le montre bien. En pleine France de Giscard, pas tout à fait remise des événements de 68, cette rencontre internationale se trouvait portée par une belle énergie, une créativité florissante, ouvrant un espace de liberté absolue, écartant inexorablement la promesse d'un faux avenir tout tracé d'avant la mondialisation. Une parenthèse entre 2 époques. Bernard Gaube, c'est un Belge. Ah, le Belge, oui. Là, c'est... Comment il s'appelle Pierre Baye, je crois. Antoine. Ah, bah c'est la présentation. Les souvenirs remontent, les images apparaissent. Il y a l'histoire de ce film un peu oublié, perdu puis retrouvé, un film témoignant d'un moment unique dans l'histoire de la céramique, le symposium de 1977. Oui, ça pourrait être sur Ah, je l'avais pas vu ça. Il se trouve que c'est moi qui ai retrouvé la trace du film que Philippe Bonnier, donc le réalisateur ici présent, lui-même pensait avoir perdu. Donc... Effectivement, moi, c'est un film que j'ai fait après le symposium. On l'a fini en 78. C'était mon premier film, je sortais de l'école Louis Lumière. Et puis, le film, il a eu une petite vie à l'époque, il a été vendu, tout ça. Moi, j'en avais une copie. Et puis après, vous savez comment c'est la vie, vous déménagez, vous changez de femme, vous allez ceci, cela. Tout avait été détruit au niveau du laboratoire. Moi, j'avais plus de copies. Je savais qu'il y avait eu des ventes, mais à qui, où, comment, etc. Bon, puis un peu après, ça m'a un peu sorti de l'esprit. C'est Aude qui, ensuite, m'a dit qu'effectivement, il y avait une copie. Et donc, je prends rendez-vous avec l'homme de la Cinémathèque. On passe le film sur son projecteur dans des conditions, une petite salle, voilà, un truc avec le projo qui fait... Et cette copie était impeccable. Une sorte de miracle technique. Mais donc voilà, et c'est comme ça qu'on a pu, grâce à Aude, grâce d'abord à l'énergie de Salvatore, parce que moi j'avais un peu laissé tomber, je dois vous dire, grâce à eux deux, à retrouver le film et à pouvoir vous le montrer maintenant. Mais oui, madame, j'en rassure, madame. Tu te souviens de la vente aux enchères? Oui, mais tu vas voir, dans le film, tu vas voir, elle est bien filmée, c'est assez étonnant.
Il y a des témoignages de Linard. J'ai pas souvenir de Michel. Mais c'est un peu sous forme d'interview. L'auteur du film est cité là, Philippe Bonnier, réalisateur, Ouais. assisté de Patrice Guilloux et d'Olivier Rechoux. J'étais vachement, en plus, vachement impressionnée, vachement très admirative. Hein. Une telle énergie, de mettre toutes ces énergies en commun pour arriver à une telle chose, waouh! Des engueulades entre Linard et Girel. Oh, Ouais. là, je me souviens. C'est vrai? Ah bah oui, oh là là, pour la cuisson. Oh, ils n'étaient jamais d'accord. Il y en avait un qui voulait aller vite. D'ailleurs, ce qui m'étonne, 40 heures la cuisson. C'est incroyable. Et en fait, c'était leur truc. Hein. C'est eux qui étaient les responsables. C'est à celui-là qu'avait Jacques Aslanian, Oui, il était là. qu'il avait fait son jukebox. Eh ben, tu vois, toi aussi, tu te souviens du jukebox? Bah bien sûr. Eh ben, Moi, c'est un de mes grands souvenirs, ça. c'est pas un jukebox, c'est un flipper parce que c'est le personnage qui est lié avec l'objet. Il est attaché à l'objet. Ouais. Et ben, cette pièce-là, peut-être elle a été faite en 79. Voilà, j'ai un doute, moi. Parce qu'il est revenu en 79. Il n'est pas dans la liste, mais il était là en 77. Il existait déjà à l'époque des symposiums de sculpture sur pierre. C'est ce qui inspira la forme de l'événement créé par l'équipe de Potier. Avec cette différence notable et signifiante. Les œuvres de chaque participant seraient réunies pour être cuites dans un four Ça commun. pourrait être Anne, mais c'est pas Anne en fait. Anne Casgo. Non, c'est pas elle en fait. Et au fond, c'est le cendrier. Là, c'était ouvert. Il posait le bois sur la grille, là, qu'on voit au fond. Et en bas, il y a une fosse, et on appelle ça le cendrier. Les braises tombaient dans le cendrier. L'équipe d'origine, c'est Alain Girel, Michel Lévesque, Jeanne Grandpierre, Jean-Pierre Viau, Jeannette Steinman et Pierre Digan. Parce que je pense que ça correspond à une époque, je pense que ça correspond à un désir de Alain Girel de vouloir promouvoir cette céramique contemporaine qui était en plein essor un peu partout avec des talents à la fois en France et dans le monde entier. Et je pense que de vouloir réunir tous ces gens qui dans leur pays proche étaient des pointures, étaient des spécialistes dans leur domaine. La liste des invités est très éloquente. Hein, donc voilà, de vouloir les réunir dans ce petit village de la Borne, et là où est née quand même la céramique contemporaine dans les années 40, dont André Rosé est une des figures pionnières. Voilà, donc je pense que c'est la raison de ce Alain Girel, quelqu'un au grand cœur, quelqu'un qui voulait partager, qui voulait entraîner les autres dans un grand mouvement de fraternité. Alain avait toujours plein de projets, d'ambitions. Il voyait Alain, s'il n'avait pas été céramiste, il aurait été cuisinier. Et il aimait parler de la cuisine autant que la céramique, ça se rejoignait pour lui. Il m'avait dit, si je ne fais pas de la céramique, je ferai de la cuisine, je fais de la cuisine. Et il faisait des choses étonnantes d'ailleurs. Ah ouais, on est chez André Rosé, le tour qu'utilisait donc André Rosé, et à côté de la fenêtre, c'est la structure même d'un atelier traditionnel, avec la hauteur de plafond. Il est un des rares à avoir utilisé un ancien atelier traditionnel et d'en faire toute sa carrière. Ici, c'est un des plus vieux ateliers de la Borne. On a un acte notarié qui date du juillet 1786. C'est quand même un peu impressionnant. À peu près une quinzaine d'années, il y a un monsieur qui vient, qu'on connaissait bien, monsieur Mentou, qui vient avec une amie, qui vient, Lulu, je viens vous dire bonjour, voilà, puis montrer à cet ami l'atelier où, étant gamin, je venais voir Alphonse Talbot. Et puis il dit, c'est moi qui ai racheté le tour à bâton d'Alphonse Talbot. Ah bon? Et bien, Alphonse Talbot l'avait vendu à Gwyn Hansen, qui était la première stagiaire étrangère, elle était australienne. Elle repart en Australie. Et elle vend tout, sauf le tour à bâton qui était important, qui était le long du mur de la ferme.
monsieur y va. Et puis il lui dit, mais c'est quoi? Il a dit, c'est le tour à bâton d'Alphonse Talbot. Ah ben il dit, je veux pas que le tour à bâton d'Alphonse Talbot s'en aille à la Ferraz. Il dit, je veux bien vous le redonner. Et puis il est réinstallé 40 ans après. À l'endroit. À l'endroit, à la même où il place. avait été. Et j'ai eu l'impression, je voudrais bien qu'il reste encore un peu de temps là, tu vois. Ça, c'est l'outil qui a permis à toute la céramique contemporaine d'exister. Cet outil-là, qui est un outil beaucoup plus mobile, beaucoup plus facile à manier pour une personne ou deux, contrairement au four traditionnel de poterie qui faisait 20-30 mètres cubes. 75. Ou 75 même. Mais enfin bon, voilà. Donc il y a un système à flamme renversée. Et ça, c'est un outil qui a été amené dès la Deuxième Guerre mondiale par un céramiste qui s'appelait Paul Bayet. Rassembler en un lieu tous ces talents, ces céramistes habitués au travail solitaire, les amener à créer puis à cuire ensemble le fruit de leur art dans un four traditionnel était un vrai pari. La tradition et la modernité dialoguaient pour poser les jalons de l'avenir. Mais voilà, il fallait lutter contre les régionalismes fortement ancrés dans les mentalités. Je vais vous raconter un petit peu la genèse concernant la manière dont je l'ai vu moi, puisque moi je suis du côté de Biot-Valoris, et il faut quand même vous dire qu'à l'époque, il y a toujours eu une rivalité. D'un côté, Biot-Valoris, c'était Picasso, c'était Fernand Léger, c'était la couleur. L'ennemi juré, c'était le grès, qui n'avait pas de couleur, c'était Saint-Amand-Puisaye, la borne. Donc je peux dire que pendant au moins 15 ans, j'ai ressenti d'énormes problèmes d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, si je venais ici, il y avait un accueil très difficile. Et d'un autre côté, quand j'étais à Valoris et que je parlais des gens du grès, ça ne plaisait pas du tout. Et il y avait un ostracisme dans les expositions, dans les jurys des biennales internationales, j'ose le dire. Et moi-même, quand j'ai reçu cette invitation, je me suis dit, quel accueil est-ce que je vais avoir? La différence entre le grès et la faïence, pour moi, j'ai ressenti ça aussi quand je suis venu pour la première fois à la Borne. Hein. À l'époque, je faisais de la faïence. Voilà. Et c'est sûr que je ne faisais pas tout à fait partie de la même famille que les gens d'ici. Mais tout ça, ça s'est estompé par la suite. C'est-à-dire que l'exposition, il y avait vraiment, je dirais, chacun a amené ce qu'il a voulu, mais je me rends compte entre autres des gens comme Cianella, l'italien, qui était vraiment une avant-garde pour l'Italie. La Suède, c'était une avant-garde pour la Suède. Il y avait donc des travaux extrêmement nouveaux, confrontés, je dirais, aux gens de la Borne pour la première fois. Comment est-ce que ça allait être reçu? D'un seul coup, l'Atlas, je dis bien, c'est totalement rompu et ça a été extraordinaire parce que le four, ça a été pour nous une expérience phénoménale, mais ça a été aussi un système de rassemblement. Je pense que ici, ce symposium a été un élément déclencheur pour justement refaire une fraternité du monde des arts céramiques entre le sud, le nord. Et puis le problème est arrêté de se poser. On a arrêté de juger, oui, le grès c'est ça, la faïence c'est ça. Cette camaraderie du monde des arts céramiques s'exprimait au-delà des frontières. Les artistes du Nord, Danemark, Norvège, Suède, y figuraient en bonne place. Moi, je suis venue à la Borne. La première fois, j'étais aux Beaux-Arts au Danemark. En 1972, j'ai fait un peu alors, je suis arrivée naïvement à la Borne pour chercher du travail. Et j'ai fait un peu le tour des ateliers. Et il y avait 2 ateliers qui prenaient des gens, surtout, c'était Pierre Mestre et c'était Pierre Digan. Et chez Pierre Digan, il y avait des horaires très stricts, de 8h à midi, de 2h à, je ne sais pas, 6h. Et chez Pierre Mestre, il y avait toute une autre ambiance. Il faisait des sculptures, il avait une petite production de pièces tournées. Et si tu veux, tout de suite, moi, j'étais attirée par ça. Je n'étais pas du tout attirée par la production des pièces utilitaires. Déjà, je trouvais chez Mestre, il se passait des choses beaucoup plus intéressantes. Il y avait Vassili Ivanov qui passait. Si tu veux, ça touchait déjà des gens qui faisaient de la céramique d'une autre façon. J'ai sorti ça ce matin pour voir
Donc ça, c'est 77. Mais ce deuxième événement, c'était 78. Oui, tu vois la photo là du four en action. Nous, on était un peu un groupe de gens qui étaient arrivés dans les années 70. Et je pense que les gens comme Elisabeth Julia, Pierre Mestre, tous ces gens-là, ils avaient déjà aussi quelque chose qu'on trouve moins à la borne aujourd'hui. C'est quand même que des bribes que je me rappelle, c'est toutes ces nationalités, un peu peut-être le défournement et l'exposition. Elle s'appelle Ingerville Faverheim. Elle est norvégienne, née en Norvège. Oula Viotti. Ils sont dehors. Il y a plein de choses plein de petits souvenirs comme ça qui émergent, notamment des œuvres, et notamment celle de Nicole Giroux qui m'avait beaucoup impressionnée. Ou la Viotti aussi, avec ces mondes qui suscitaient l'imaginaire et vraiment voilà, pour une petite fille c'était marquant. Ah ouais, ça doit se mettre par-dessus. Oui, je sais pas si ça sera le bon ordre. Mais bon. Non, je sais pas non plus. Je crois que celle-là, c'est un seul morceau. Oh, il y a un nid dedans. Il faut presque le cimenter. Ben oui. Oh, c'est une belle pièce. Je sais, probablement, il y a eu encore quelque chose. Parce que oui. Le baptême du feu et la rencontre, les gens, et plein de germes de formes, d'un alphabet de nouvelles formes qui se sont développés dans des thèmes variés. Et là, il y avait plein de formes nouvelles, des thèmes nouveaux qui se sont développés sur 40 ans. Le symposium, j'y étais il y a 6 ans, presque 7 ans. C'est vrai que c'est un âge où on commence à avoir des souvenirs et à être marqué par des moments forts. Et c'est vrai que c'est de toute évidence, ça fait partie des souvenirs forts de mon enfance. Je crois que j'étais sensible à l'espèce d'impression d'effervescence qu'on sentait pendant... même si je n'y ai passé qu'une semaine à la fin, donc ça devait être la fin de la cuisson. Je sais que j'ai quand même eu le temps d'assister à une soirée avec un feu de camp au bord d'un étang, un grand repas, sans doute chez Roland, un grand repas, une de ces grandes tablées qu'ils ont dû faire régulièrement pour manger tous ensemble. On se doute que la convivialité était au rendez-vous. Chacun se souvient des grandes tablées en ces lieux, cœur battant du symposium, où l'on abandonnait pour quelques heures la glaise, l'émail et le four pour une autre cuisine. Là, nous sommes dans le bar traditionnel de la Borne, qui était donc à Bernadette Fouché à l'époque. Et c'est là que déjeunaient tous les jours les participants du symposium. Alors, là, il y a Jean Linard, là, c'est Michel Lévesque. Ici, on reconnaît la casquette de Monsieur Numa, qui était le cuiseur, le potier traditionnel qui a aidé à la cuisson. Beaucoup se souviennent aussi de l'arrivée théâtrale de César, sculpteur déjà porté par sa notoriété, qui suscita quelques controverses. César était un ami. Et je lui dis un jour, tiens, il y a un symposium, est-ce que tu n'as pas envie de faire une apparition? Ça serait une caution, finalement. Si tu viens, tu as une réputation, un truc. César était adulé par tout le monde, vivant sur la Côte d'Azur quand même, on le trouve dans tout le Gotha, dans toutes les cérémonies. Il est reparti et les rapports vis-à-vis du monde des potiers ou ses idées vis-à-vis du monde de la céramique, alors l'ont même amené à une chose qu'il n'a pas pu réaliser, c'est de finalement tester un petit peu les gens de Valoris ou de Biot pour dire est-ce que vous ne pourriez pas faire des choses pour moi? Ça sous-entendait quand même, à mon avis, qu'il avait une idée derrière la tête de faire des céramiques, comme beaucoup d'artistes, Picasso étant l'exemple bien entendu le plus connu, et à partir de ça, ça a été terminé, on a pu parler, mais je pense que pour lui, ça a été une grande expérience. Il y a donc des personnages. Là, vous avez Claude Gagé. Encore, oui. Jacques Larossini, oui. Derrière. Ouais. Je pense que c'est Anne-Marie Linard. Oui. Et Jean Linard. Et Jean Linard, oui.
Et puis derrière au fond, Là, oui. c'est Madame Chantreau. C'est eux qui logeaient César et son assistant. Alors ça, c'est la petite histoire. Ça, c'était un peu compliqué parce que monsieur et madame Chantreau, ils voulaient que le soir, que César rentre à une certaine heure. Ah oui, je la vois bien là. Donc, lui, il avait trouvé ça quand même. Il a dit, je vais quand même pas faire le mur comme quand j'étais au collège. Et il l'a fait, je me souviens. Mais, en fait, César, c'était vraiment quelqu'un de très, très convivial, très sympathique. C'était... Moi, je sais qu'on a fait avec Claude Gagé, mon compagnon, on a fait des rencontres vraiment, moi je peux dire, dont je garde un souvenir merveilleux, de Jean-Pierre Viau, que je connaissais déjà avant, mais pas vraiment, de Jean-Paul Van Liet, d'un garçon qui s'appelait Maxime Darnaud, qui était peintre et sculpteur, avec qui on a eu des rapports, mais vraiment extraordinaires, parce que c'était quelqu'un de déjà, vraiment, qui s'intéressait à la peinture, à la sculpture, à la céramique. Et moi, c'est le monde qui m'intéresse. Dans le film, là, il y a plein de choses très intéressantes. On voit bien les pièces aussi. Avant la cuisson? Oui. Et puis... il y a le défournement. Il y a le défournement. C'était un document assez bien ficelé, en fait. Alors là, c'est Jean-Pierre Viau, à gauche. Et puis au milieu, donc, Claude Gagé et Jacques Aslanian. On parlait tout à l'heure de la capacité d'organisateur d'Alain Girel et puis de son côté quand même assez extraordinaire de vouloir rassembler les gens, de vouloir communiquer. Moi je disais il avait quand même constitué une équipe qui était quand même une équipe de choc, quoi. Pour chacun avait un rôle, on va dire, dans l'organisation, que ce soit Digan pour la partie espace à proposer aux artistes. Les malaxeurs, oui, tout. Non, mais oui. Que ce soit Michel Lévesque qui, lui, était le contact avec les Beaux-Arts, le contact avec toute une céramique d'école qu'il connaissait très bien. Jeannette Steinman était l'anglophone qui permettait tous les contacts avec tout le monde anglo-saxon. Jeanne Grandpierre, qui elle, avec Alain, était la cheville ouvrière de l'histoire. Et Jean-Pierre Viau aussi, qui était lui aussi quelqu'un déjà de très, très implanté dans le monde céramique. Et Jean Linard, personnage local incontournable. L'expérience de la cuisson. Vraiment des gens de grandes compétences dans leur domaine, propres dans leur œuvre, qui étaient en construction. C'est vraiment une belle organisation. Des braises. Mais je ne sais pas du tout qui est-ce qui m'a donné ces photos. C'était pas le garçon là, qui venait à une époque là, avec sa fille là, avec le... Et c'est en retrouvant cette photo que finalement je me souviens que Girel avait fait une liste de gens pour cuire. Oui. C'est un garçon qui était à la borne qui s'appelle Éric Lyonnais. Voilà. Et c'est moi. Et moi ce qui m'a étonné aussi c'est la longueur de l'événement. Un mois c'est long. Oui. En un mois, tu sais, 4 semaines t'en fais des choses. Ouais. Hein, la cuisson, le truc, les rencontres. Et oui, le temps n'était pas terrible. Vint le moment de l'enfournement et de la cuisson dans le four à bois à flamme directe, ce volcan éteint, vestige d'une activité florissante. Pour beaucoup, ce fut une première confrontation au feu vivant, la part aventureuse du symposium qui suscita le plus de tension. C'est un animal vivant qui crache son feu, quoi. Hein. Le défournement, l'attente, et puis les cuissons, comme chacun, pendant plusieurs nuits, comme chacun prenait le quart sur un bateau, quoi. Donc avec les fagots, le débraisage. Et quand il y a eu l'enfournement, qui était une chose complexe, puis la cuisson à laquelle j'ai participé, c'était une aventure extraordinaire. Il fallait que ça marche, absolument. Alors que nous n'avions aucune expérience. Parce que nous avions pris une voie aventureuse par rapport à la tradition, en disant qu'il fallait qu'on cuise plus vite ce four. En fait, il y avait le guimau, un gros système de réchauffement, de réchauffage qui avait été mis en place dans le four, avec les pièces qui étaient à peine sèches. Parce que le secret d'une cuisson, c'est quand même de cuire des pièces sèches. Le tirage, la réduction, l'oxydation, le tirage du four, débraisé, sinon il se touffe, il n'avance pas, bien qu'on a cuit plus vite que l'époque traditionnelle où il cuisait plus longtemps.
Voilà donc le four qui a servi au symposium et qui a été donc pour cette occasion remis en marche. Il n'avait pas travaillé, il n'avait pas cuit depuis 65 ans je crois. Il a été, depuis le symposium, il a été utilisé 9 fois au total. Évidemment, l'expérience du symposium était une remise en route assez complexe pour les utilisateurs, pour retrouver comment fonctionnait la mécanique. C'est la charpente surtout qui a été refaite et la toiture. Et puis ce qu'on appelle la loge devant, qui était donc l'endroit qui abritait les cuiseurs. De long travail de discussion pour l'enfournement, pour la raison qu'il y avait des pièces complètement hétéroclites du point de vue volume, hauteur, dimension, les bétiles, mais aussi des petites pièces qui filent là, car ces gens-là savent que dans un four, il faut faciliter la circulation des flammes. C'est comme un puzzle par rapport à la place disponible, il fallait jouer avec, c'est un casse-tête chinois. Hein. C'est suivant le volume, les pleins, les vides, en rentrer tout ce qu'on pouvait, et il fallait jouer avec ça. Et dans les supports d'enfournement, ça s'appelle des cazettes, les piliers, c'était des cylindres, ça servait de piliers, et en même temps, plutôt que c'est des piliers creux dans lesquels on mettait des pièces dedans. Donc c'était pas perdu, la moindre place était gardée, sauf que par rapport aux anciens, on a mis trop de pièces et donc le tirage n'était pas évident. Et il y a eu des moments durs dans cette cuisson, qui a duré plusieurs dizaines d'heures. Alain Girel, je pense, était plus partisan d'une cuisson rapide, alors que les cuissons traditionnelles duraient 5 jours, et voilà, et d'autres étaient partisans d'une cuisson plus lente. Quand ils ont remis en marche le four, il était évidemment très humide et encombré. Il y avait beaucoup de végétation qui avait poussé à l'intérieur. Et alors il y a un truc qu'on n'a pas pensé, c'est le sol finalement, et qui s'est affaissé et qui a provoqué l'affaissement du tétin, enfin du tétier comme ils disent ici, c'est-à-dire le mur de briques, celui qu'on le voit éclairé par le feu par derrière, avec des espaces par où sort la flamme. Le mur est en appui sur la terre et le sable. Et la terre était humide, donc quand ça cuit devant, ça a séché. Il y a eu un retrait du sol automatique de la terre. Donc ça s'affaisse un peu et le mur a suivi. C'est pas un défaut du mur. On n'a pas imaginé qu'en fait il fallait une bonne base solide au sol. Je me rappelle de la déception du défournement. Je me rappelle quand même de l'amertume de certains, à cause de... Bon, il y avait une partie du four qui était effondrée, c'était mal cuit, ça je me rappelle. Je me rappelle de l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là. C'était plus l'effervescence d'avant, c'était voilà, quand même une déception, ça c'est sûr. C'était un foisonnement de travail. Et on voit le foisonnement de travail, et on voit toutes les techniques aussi. Et puis on voit la concentration des gens, mais aussi on voit les interactivités entre les gens qui discutent le coup, entre autres. Ça a été long pour le four à bois, ça n'a pas été simple pour la mise en route du four à bois. Un échec partiel, mais une réussite sur le plan relationnel entre des artistes, a débouché par la suite sur d'autres sessions de cuisson, avec des potiers plus spécialisés, plus organisés, qui obtenaient des résultats plus fiables. Il y a eu plusieurs expériences, notamment en 78, mais après par Dominique Garret, Bernard Timonier, Roland Bottoni, qui ont remis en marche ce four, le même four qui avait été utilisé au symposium, mais
Ils ont corrigé les erreurs du symposium. Ouais. Juste pour revenir sur les pièces, là, on est presque dans un problème de marchand, quoi. Moi, en tant que potier, ça ne m'intéresse pas vraiment. On sait que les pièces se cassent quand même, et heureusement, parce que s'il y avait toutes les productions étaient gardées, je ne sais pas comment on gérerait tout ça, quoi. Donc, si ces pièces ont disparu, c'était peut-être pas le plus important, parce qu'on sait aussi que lors des symposiums, c'est pas les pièces les plus intéressantes. D'ailleurs, dans le film, on voit que les pièces qui étaient en exposition, c'est-à-dire qui étaient amenées, étaient beaucoup plus belles que ce qu'on a vu sortir du four. On est bien d'accord, c'est vraiment un travail abouti. Un travail de symposium, de rencontre n'est pas spécialement abouti, quoi. Il y a eu une production quand même importante, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout n'était pas d'une première qualité, mais toutes avaient un intérêt, c'est clair. Il y a eu également beaucoup de pièces qui ont été détruites et je vais vous dire pourquoi. C'est que l'argile a été stockée juste en face des ateliers d'Igan à l'époque, le long de la route. Et la municipalité d'Henrichemont, pour recevoir le préfet et compagnie, a fait gravillonner toute la route et une partie de tous ces gravillons sont allés dans le tas d'argile, ce qui fait qu'après la cuisson, les explosions se sont multipliées, je peux vous le garantir. Donc je veux aussi bien croire que beaucoup de gens qui ont eu des pièces qui se détériorent les aient balancées ni plus ni moins. Voilà. C'est vrai que en fait, je trouve ce genre de situation extraordinaire d'être là quelque part pendant un temps relativement long, avec plein de personnes différentes, qui ont des démarches différentes, qui viennent d'horizons différents, qu'on ne connaît pas, qu'on découvre au fur et à mesure du travail. C'est un moment rêvé pour toute personne qui est dans une démarche de création, pour autant qu'il accepte la présence des autres, parce que c'est pas forcément facile de travailler avec les autres, au milieu des autres, mais je pense que c'est une expérience qui a souhaité à quiconque une activité créatrice. Pour le village de la Borne, ce rassemblement a marqué un tournant. Avant cela, la Borne n'était-elle pas un lieu charmant, mais discret, qui finalement, après un événement qui l'a dynamisé, a trouvé son essor ? Le film de Philippe Bonnier, Perdu puis retrouvé, aura eu le mérite de faire ressurgir dans la mémoire commune ces moments exceptionnels. Et si la meilleure façon de commémorer le symposium de 1977 de la Borne, c'était de puiser dans son souvenir l'élan et l'enthousiasme d'initier une nouvelle aventure.